comment est-ce qu'on construit notre vision du monde? C'est une question énorme, non? Aujourd'hui, on va explorer les pièges qui se cachent dans notre propre raisonnement. Et pour ça, on va se laisser guider par un philosophe du XVIIIe siècle dont les idées, vous allez voir, sont incroyablement actuelles. Cette question, elle a littéralement hanté le philosophe Étienne Bonnot de Condillac. Son objectif, c'était pas tant de trouver une réponse unique, mais plutôt de démonter les mécanismes de notre pensée pour en révéler les failles. Alors voilà le programme. D'abord, on va voir ce que Condillac entend par un système. Ensuite, on verra comment ces systèmes peuvent nous piéger. On regardera des exemples assez surprenants. Puis, évidemment, la solution qu'il propose. Et enfin, on verra comment tout ça peut nous servir à nous aujourd'hui. Allez, on attaque. Pour Condillac, tout commence avec cette idée de système. Mais qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est tout simplement le modèle mental qu'on utilise tous pour organiser ce qu'on sait. Voici sa définition exacte. L'idée vraiment clé ici, c'est ce secours mutuel. Un bon système, c'est comme une construction bien faite. Chaque partie soutient les autres. Et tout, absolument tout, repose sur des fondations solides, ce qu'il appelle les principes. C'est eux qui expliquent tout le reste. Et là-dessus, Condillac est très direct. Il nous dit qu'il y a 3 manières de construire ces systèmes. En fait, il y en a 2 qui sont mauvaises et une seule qui est bonne. On peut partir d'idées très généraux, très abstraites ou de simples hypothèses. Ça, c'est la mauvaise pente. La seule voie qui marche, selon lui, c'est de partir de faits, des faits solides, bien établis. Toute sa philosophie est bâtie là-dessus. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Condillac s'en prend violemment au système qui commence par l'abstraction. Vous savez, ces grandes vérités qui ont l'air si intelligentes, si solides, eh bien, il nous montre que c'est en réalité un véritable piège pour la pensée. Cette citation, elle dit tout. Pour lui, c'est simple. On apprend en allant du plus facile au plus difficile. Et qu'est-ce qui est facile? Ce qui est concret, ce qu'on peut toucher, voir, sentir, ce qui vient de nos sens. Commencer par des idées abstraites, c'est un peu comme vouloir construire le toit d'une maison avant même d'avoir posé la première pierre. On sait tous comment ça finit. Il identifie même 3 types de mauvais points de départ. D'abord, ce qu'il appelle les vérités stériles. C'est vrai, mais ça ne sert à rien. Dire « le tout est plus grand que la partie », d'accord, et alors? Ça ne nous mène nulle part. Ensuite, les généralisations abusives. On prend quelque chose qui est vrai de temps en temps et hop, on en fait une règle universelle. Et enfin, le plus vicieux peut-être, les analogies vagues. On fait des liens entre des choses qui n'ont rien à voir et ça nous donne l'impression d'avoir compris, alors que pas du tout. Bon, alors concrètement, ça donne quoi quand on se base sur ces mauvais systèmes? Condillac nous donne des exemples qui sont assez parlants, pour nous montrer jusqu'où la pensée peut vraiment dérailler. Prenez ça. Un homme aveugle de naissance qui arrive à cette conclusion. L'idée de la couleur écarlate, c'est comme le son d'une trompette. Ça paraît complètement fou, non? Comment un esprit humain peut en arriver là? Et voilà comment il raisonne. Le piège, il est dans l'analogie. Il utilise les mots brillants et vifs pour parler à la fois d'un son et d'une couleur. Comme il n'a jamais vu de couleur, son cerveau crée un pont entre les deux, juste à cause d'un mot. Le raisonnement a l'air logique, étape par étape, mais le résultat est absurde. Pourquoi? Parce que le point de départ, cette fameuse analogie, est complètement bancal. Autre exemple, avec le philosophe Malebranche. Lui, il a bâti tout un système en comparant la matière et l'esprit. Il se dit, la matière a des formes et elle peut bouger. Donc, l'esprit doit avoir des choses équivalentes. Les idées et les inclinations. C'est exactement le même piège. Une comparaison un peu poétique, mais qui ne repose sur rien de concret. Et regardez comment un système entier super complexe peut naître d'une seule idée fausse. Condillac prend l'exemple de la divination. Au départ, il y a la peur de l'inconnu, donc on invente des esprits. De cette idée découle l'astrologie. De l'astrologie, on passe à la magie pour contrôler ses pouvoirs, et ça continue. Chaque nouvelle croyance est la conséquence logique de la précédente. On se retrouve avec un système immense, très élaboré, mais dont la fondation est du sable. Ok, on a bien vu le problème. Alors, comment on fait pour sortir de ce labyrinthe? Parce que Condillac ne fait pas que critiquer. Heureusement, il a une solution, une méthode. Cette image du labyrinthe est super importante. Pour lui, on est tous un peu perdus, entourés de fausses pistes. Et le pire, c'est de croire qu'on a trouvé la sortie trop vite. Non, il faut être patient, méthodique. C'est la seule façon de s'en sortir. Donc, la première chose à faire, c'est de redéfinir le mot principe. Il faut oublier les grandes vérités abstraites. Pour Condillac, un principe, c'est bien plus simple, bien plus humble que ça. C'est juste le premier fait, le point de départ observable, concret, indiscutable d'un raisonnement. Sa méthode est donc incroyablement simple en fait. Étape 1, observer. On regarde le monde, on note des faits.
Étape 2, assembler. On collecte assez de faits solides. Étape 3, la plus importante, relier. On organise ces faits pour qu'ils s'expliquent les uns les autres, comme une chaîne. Et étape 4, identifier le principe. Le tout premier fait de cette chaîne, le premier maillon, et bien voilà le vrai point de départ. La seule fondation solide sur laquelle on peut bâtir. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça aujourd'hui? Un philosophe du XVIIIe siècle, en quoi ça nous concerne? Eh bien, sa leçon est tout sauf démodée. En fait, la méthode de Condillac, c'est une invitation à devenir une sorte de détective de nos propres pensées, à prendre nos croyances les plus fortes et à remonter le fil. Pas jusqu'à une intuition, pas jusqu'à une grande idée, mais jusqu'au tout premier fait qui la soutient. Ce qui nous amène à la question finale, pour nos convictions les plus importantes, celles qui nous définissent. Quel est le tout premier fait, le premier élément concret sur lequel elle repose? C'est peut-être en cherchant cette réponse qu'on peut s'assurer que les cathédrales de nos esprits ne sont pas juste de magnifiques coquilles vides.